Infrarouge, des films sans concession. Les Grecs ont faim, moi aussi j'ai faim. J'ai pas mangé depuis hier. Y a quelqu'un qui me donne quelque chose? Dette, déficit, faillite. Aujourd'hui, tous les pays d'Europe connaissent austérité et rigueur. Ah, la crise. Et s'il fallait la considérer comme un crime, un vrai? Une tourmente financière partie des États-Unis en 2008, dont on connaît les victimes, mais malheureusement moins les coupables. De Paris à Madrid, en passant par Athènes et Reykjavik, Jacques Cotta et Pascal Martin ont enquêté sur ces criminels en col blanc et ont tenté surtout de savoir si une lueur d'espoir était possible. Dans le secret du crime financier, à suivre tout de suite dans Infrarouge. Comme les mineurs espagnols qui marchaient en juillet 2012 sur Madrid pour s'opposer à la fermeture des mines, les citoyens de chaque pays d'Europe connaissent austérité et rigueur imposées au nom de la dette et des déficits. Grèce, Espagne, Italie, Portugal, Irlande, France, Allemagne. Du nord au sud, d'est en ouest, toute l'Europe est prise dans la tourmente financière avec ses responsables, leurs complices et leurs victimes. Pour aborder et comprendre le marasme dans lequel l'Europe est plongée, nous avons rencontré le commissaire divisionnaire Jean-François Guéraud, ancien de la DST, aujourd'hui spécialisé dans la délinquance financière, qui nous ramène à la crise dite des subprimes aux États-Unis en 2008 et aux mécanismes qu'il qualifie de criminels. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on parle beaucoup de crise, sans en définir les causes. Vous parlez de criminalité en col blanc. Pourquoi ? Le système financier américain s'est organisé de telle manière pour qu'il y ait une prédation de grande ampleur en faveur des élites bancaires et financières et au détriment des ménages américains. Et puis ensuite, de manière très concrète, on a vu une succession de prêts frauduleux, des prêts par dizaines de milliers, qui ont été distribués aux plus vulnérables de la société américaine. Les plus vulnérables de la société américaine, ce sont les minorités ethniques, les handicapés, les personnes âgées, les couches victimes de l'austérité salariale contraintes de se tourner vers le crédit à la consommation, notamment pour acquérir leur logement. Avec la crise, les banques gagnent sur deux tableaux. D'abord en exigeant des remboursements à des taux d'intérêt élevés, ensuite en récupérant des logements dont les occupants ne peuvent plus honorer les mensualités. Les maisons sont vendues aux enchères pendant que des millions d'Américains se retrouvent à la rue. Donc de manière consciente, c'est un système de prédation. Et ces banquiers spécialisés dans les prêts hypothécaires, entre eux, appelaient les prêts subprimes, ils les ont appelés des prêts prédateurs ou des prêts menteurs. Parti de Wall Street à New York, la débâcle atteint les bourses du monde entier. Et en même temps que les citoyens connaissent les conséquences de la crise jusque dans leur vie quotidienne, institutions financières et banquiers accroissent leur fortune. Cela d'autant plus que les banques poussent à la roue. Curieusement, elles continuent de proposer toujours plus de prêts à des personnes qu'elles savent pourtant insolvables. Mais quel est l'intérêt d'un banquier à faire des prêts à des gens dont il sait pertinemment qu'ils ne pourront pas rembourser? Les banquiers en prêt hypothécaire avaient intérêt à distribuer de manière quantitative et non pas qualitative des prêts, parce que si les ménages ne les remboursaient pas, ils savaient très bien que eux, banquiers, n'allaient pas en assumer la responsabilité juridique et financière. Avec la titrisation, le banquier ne gardait pas la dette dans ses comptes, il le transformait en produit financier complexe, un CDO, un CDS, et il le revendait sur les marchés financiers.
Donc il se débarrassait de la responsabilité juridique et financière de ces prêts toxiques et donc de l'insolvabilité croissante des ménages américains. Dans ce processus où il y a scène de crime, criminel, victime, est-ce qu'il y a également des complices? Alors, dans cette vaste scène de crime de l'affaire des subprimes, il y a donc toutes les fraudes dont nous avons parlé qui se sont produites en amont lors de la formation de la bulle immobilière. Et puis il y a eu d'autres fraudes au milieu du processus et dont les acteurs principaux ont été les agences de notation. Les agences de notation ont eu un rôle central, cardinal. Pourquoi? Elles ont en fait régulé l'ensemble de la chaîne financière américaine. Tout simplement parce que toutes ces mauvaises dettes qui étaient transformées en produits financiers complexes, pour que quelqu'un les achète sur les marchés, il fallait évidemment qu'on leur donne des notes. Comme ce sont des produits complexes, l'acheteur a besoin de savoir si le produit en question est de bonne ou de mauvaise qualité, s'il est toxique ou s'il n'est pas toxique. Et ça, c'est le rôle des agences de notation. Monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes de quelle société? France 2, monsieur. France 2. Et vous venez pour? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Je monsieur. ne vous connais pas. Donc voilà. Alors, Vous venez pour? je suis journaliste à France 2. D'accord. On fait un documentaire Oui. sur la crise des agences de notation. D'accord. J'ai envoyé plusieurs mails, D'accord. passé plusieurs coups de téléphone. Ok. C'est interdit de filmer l'enseigne. Nous avons tenté de rencontrer les responsables des 3 agences de notation qui défraient l'actualité. Les anglo-saxonnes Standard & Poor's et Moody's et la française Fitch. À l'intérieur. Mais sans plus de succès chez l'une que chez les autres. Parce que plein d'autres sociétés n'ont rien à voir avec. Bien sûr. Ils veulent pas. Pourtant, nous aurions voulu questionner leurs responsables sur leur mode de fonctionnement, D'accord. Non, arrêtez le truc. D'accord. sur le sérieux de leurs expertises, les conflits d'intérêts dont elles sont suspectées, leur rôle politique et économique au service du système, bref, sur la place de complices qu'elles occupent sur la scène de crime. Elle ne peut pas descendre. Donc je peux voir personne. L'Islande, ses sites, sa nature, son histoire. Avec 320 000 habitants, l'Islande semblait préservée des marchés, de la spéculation et de la crise. Pourtant, au lendemain des subprimes aux États-Unis, ce pays s'est retrouvé en première ligne du marasme financier et bancaire. L'affaire islandaise mérite le détour, d'abord parce qu'elle décrit les mécanismes, les choix politiques qui se trouvent au point de départ et qui allaient s'imposer dans toute l'Europe. Ensuite, parce qu'elle trace un chemin pour sortir de la crise. Lara Hanna comptabilise des milliers de connexions sur son site depuis qu'elle retrace les raisons de la débâcle islandaise, analyse le capitalisme et ses effets et éclaire une scène de crime qui n'a rien de local. Ah, bonjour, bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci de nous recevoir. Les leçons islandaises ont valeur d'exemple. Lara, vos livres exactement. De quoi s'agit-il? Ceci est une bombe qui n'a jamais explosé. C'est C'est un rapport publié en avril 2010 sur la faillite, les participants, les causes, les banquiers, les vikings de la finance, les politiciens, le pouvoir en place. Ce rapport contient les informations sur les causes de la faillite, mais il n'a jamais été vraiment évoqué ni traduit, ce qui est un scandale. Il faut traduire ce rapport en anglais, il faut le traduire en français, en grec, en espagnol, en portugais, en allemand. On devrait le publier dans toutes les langues, parce qu'il y a tant à apprendre de tout cela. Cela a commencé avec le processus de privatisation généralisée. En 1991, et pendant toute cette période jusqu'à la faillite, on a privatisé les biens publics. On parlait de l'État, on parle toujours de l'État comme de quelqu'un d'anonyme que tout le monde boude en ville. Il faut que l'on réalise que l'État, c'est nous. Ce sont nos impôts, ce sont nos biens que l'on privatise. On a commencé par privatiser toutes sortes d'entreprises,
notamment liées à la pêche, et certaines entreprises ont carrément été offertes par les politiques à leurs amis, sans qu'ils aient à débourser quoi que ce soit. Parmi les banquiers islandais, Pétur. Banquier mais prudent, lorsque la crise a explosé et que le pays s'est effondré en 2008, cet homme a pris le large pour s'installer dans la City à Londres. Il a recréé aujourd'hui une banque en plein cœur de Reykjavik, nostalgique d'un passé proche, où la finance et les banquiers étaient alors tout puissants. Alors ici concrètement, nous sommes où? Alors voilà, je vous présente la banque, Strömmur, qui veut dire courant. Donc ici nous sommes dans la salle principale où nous avons tout le support pour notre banque, le support informatique, juridique, financier, risque, etc. Suivez-moi. Hello. Alors, voilà, donc ici, les marchés, ce sont surtout le marché local, la bourse locale, des obligations d'État, des actions et des devises. Donc en gros, c'est les actions et la dette. Voilà. Hein? Mais surtout de la dette. On a trop de dettes, comme partout. Donc ça veut dire quoi? Vous vendez des obligations, vous en rachetez, vous produits financiers. Voilà, voilà. Ça veut dire que dans la période de crise, il y a quand même des affaires à faire. Ah, tout à fait. Il faut faire tourner les roues de la finance. Et donc, nous avons les fonds de pension en Islande qui sont extrêmement forts, qui ont à peu près 1 milliard d'euros tous les ans à investir. Nous avons tous les fonds américains et européens qui investissent ici et donc qui sont nos clients. Pétur, la dimension de votre banque par rapport à ce que vous pouviez être en 2008, avant la crise. Alors notre banque, avant la crise, on avait à peu près 5 milliards d'euros et on était dans 10 pays et il y avait 700 personnes. Maintenant, nous avons 100 millions d'euros, nous sommes 37 et nous sommes juste ici en Islande. Est-ce qu'à l'époque, les agences de notation financière s'étaient occupées de vous? Oui, bien sûr. Ils nous donnaient 20 sur 20. Ils nous donnaient de très très bonnes notes. Donc vous vous êtes effondré avec un 20 sur 20. Presque, oui. On a parlé des nouveaux vikings. Oui. C'était qui ces nouveaux vikings? Les nouveaux vikings, en fait, c'était les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui étaient jeunes à cette époque, qui avaient des liens avec les banques et qui ont commencé à acheter des entreprises et des actions partout dans le monde. Pourquoi on les appelait vikings? Parce que nous sommes des vikings à l'origine, et donc on a fait ça il y a 1000 ans et on recommence un peu maintenant. Conquérir le monde. Voilà. Mais là, avec la finance. Voilà. Ça s'est mal fini. Hein? Ça s'est mal fini cette fois-ci. J'espère qu'on a appris notre leçon. Dans les années 90, de jeunes entrepreneurs audacieux et peu scrupuleux profitent des privatisations et de l'afflux de capitaux en Islande pour se lancer dans une série d'acquisitions à travers le monde. Les médias vantent leur courage et le prestige de leur aventure. Ces nouveaux vikings ont troqué la hache et le bouclier contre jets privés ou 4x4 qui envahissent les centres-villes. Ils rivalisent de signes extérieurs de richesse. Les vedettes internationales, Elton John par exemple, sont conviés pour fêter un anniversaire. Rien ne devait résister aux nouveaux vikings, hommes de main des banquiers, jusqu'à l'effondrement qui les a rendus discrets. La photographie islandaise, avec ses dérégulations, ses privatisations, ses cadeaux faits à la finance, annonçait dès le début l'onde de choc qui un peu plus tard allait atteindre les pays d'Europe, dont la France. Nous avons tenté de rencontrer David Hodgson, homme influent qui a été Premier ministre puis patron de la Banque centrale islandaise. Aujourd'hui éditorialiste du principal quotidien du pays, nous aurions aimé le questionner sur son bilan, ses relations avec les nouveaux vikings qui ont tant défrayé la chronique, sur ses responsabilités. Malgré des contacts répétés, il a refusé. Fait unique dans le monde, aux côtés de quelques banquiers, le Premier ministre en poste, lorsque tout s'est effondré, a été poursuivi par la justice pour la politique qu'il a menée. Monsieur Gerhard, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été un petit peu le bouc émissaire du système? Et puis aussi, vous n'avez pas, en gros,
était le fusible de M. David Hudson. Je ne souhaite pas parler de lui en particulier ici. Il a été Premier ministre pendant longtemps, 13 ans. Il a mis en place et réalisé pas mal de bonnes choses. J'ai été son ministre plusieurs années. Et ce serait inélégant de le désigner comme seul responsable. Bien seule au tout début, Lara Hanna a trouvé sur son île un renfort de poids pour défendre sa nation, sa terre, son patrimoine, victime des prédateurs. Björk s'est engagé dans la bataille après que j'ai écrit pendant 1 an sur Magma Energy et Rosbiti, son responsable et tout le tralala. J'essayais d'ouvrir les yeux de mes compatriotes quand Björk, Oni Erevsdottir et John Thorilson m'ont rejointe. Et à vrai dire, j'étais soulagée. J'étais la seule à écrire et à me battre contre tout cela. Quand ils sont arrivés, j'étais très contente. Cette crise est née de la dérégulation, c'est-à-dire d'un mouvement d'idées selon lequel il faut que les politiques publiques aient moins de pouvoir de contrôle et de surveillance. Mais d'où naissent ces politiques publiques? Ce sont des lois. Et aux États-Unis, ces lois ont été votées à cause de la pression du lobby de la finance. Comme le lobby de la finance a beaucoup d'argent, il arrive à faire élire, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates, des hommes et des femmes, et ce en toute légalité, acquis à leurs opinions. Tout le système américain fonctionne sur ce qu'on appelle les allers-retours entre le privé et le public, les revolving doors. Vous êtes banquier un jour, vous devenez ensuite haut fonctionnaire ou ministre. Vous êtes ministre ou haut fonctionnaire, vous devenez banquier. Ainsi, la très grande banque américaine Goldman Sachs est surnommée Government Sachs, tout simplement parce qu'elle arrive par irradiation ou pollinisation à envoyer ses meilleurs cadres dans la haute fonction publique ou dans la classe politique américaine. Et ce système de Government Sachs, eh bien, on le retrouve un petit peu en Europe. Par exemple? On a par exemple aujourd'hui un président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, ou un président du Conseil italien, Mario Monti, qui ont travaillé longtemps pour Goldman Sachs. Goldman Sachs a réparti ses hommes dans une multitude de pays, une bande organisée s'étendant telle une pieuvre. Karel van Miert, ex-conseiller international de Goldman Sachs, a été membre de la Commission européenne, commissaire à la concurrence. Peter Sutherland, ex-consultant international de Goldman Sachs, est devenu ministre irlandais de la Justice, porte-parole du premier plan de sauvetage de l'Irlande. Antonio Borges, ex-vice-président de Goldman Sachs International, est devenu chef du département européen du FMI. Omar Hissène, ex-conseiller de Goldman Sachs, est devenu membre du conseil de la Bundesbank et de la BCE, a joué un rôle actif dans la création de l'euro. Lucas Papademos, ex-premier ministre grec et gouverneur de la Banque centrale grecque au moment des accords avec Goldman Sachs pour l'entrée de la Grèce dans la zone euro. Petros Christodoulou, ancien de Goldman Sachs, est devenu chef de l'agence de la gestion de la dette grecque. C'est en Grèce, sans doute, que les lobbies financiers ont frappé le plus durement. La Grèce, surtout victime d'une situation internationale, mise au banc des accusés. Dans le personnel politique local, certains ont vécu cela de très près. Le député d'Athènes, par exemple, ancien ministre de l'Intérieur, membre du parti grec de la Nouvelle Démocratie, Prokopis Pavlopoulos, qui désigne les responsables de la situation grecque. Bonjour madame. Monsieur Pavlopoulos. Merci. Bonjour monsieur. Soyez bienvenue à Athènes. Merci de votre accueil. Pour l'honneur, l'amitié. Vous êtes très aimable, merci beaucoup. S'il vous plaît.
Le rôle de Goldman Sachs commence au début des années 2000. Je me souviens à l'époque, quant à l'économie grecque, je ne sais pas ce qui se passe quant au rôle de Goldman Sachs à d'autres économies européennes, mais en Grèce, tout le monde sait que le gouvernement Simitis a utilisé Goldman Sachs pour, si vous voulez, cacher une partie de notre dette pour avoir les numéros qui étaient nécessaires à l'époque pour entrer dans la zone euro, parce que la Grèce était le dernier pays qui est entré dans la zone euro avec une année de retard. Monsieur le ministre, quelles sont les institutions internationales qui portent une responsabilité dans la situation que nous connaissons et comment est-ce que les choses se sont passées? C'est d'abord l'Union européenne, en créant la Troïka, pour défendre les pays qui étaient dans la situation de la Grèce contre la crise, et la politique qui a été menée par la Troïka par la suite, qui est à la base de cette situation de la Grèce et de la propagation de la crise de la Grèce à d'autres pays de la zone euro. Parce que la politique qui nous a été imposée à l'époque, non seulement ne pouvait résoudre les problèmes de l'économie grecque, mais aller à l'aggravation de ces problèmes-là. Et comme je vous ai déjà dit, à la propagation de ces problèmes à d'autres pays de la zone euro, comme par exemple en Espagne, au Portugal et autres. Nous avons pris la direction des bureaux de Louka Katseli, rejetée du Parti socialiste grec, le PASOK, lorsqu'elle s'est opposée au consensus gauche-droite réalisé au nom des déficits et de la dette. Entrez. Comment allez-vous? Madame Katseli, bonjour. Bonjour. Ancienne ministre du Développement économique et du Travail, elle a été en contact direct avec le monde financier, dont elle a vu fourbir les armes. Quelles sont les puissances financières et les banques qui sont intervenues dans le déclenchement de cette crise? Ce ne sont pas toutes les banques, mais la plupart des grandes banques. La plupart des grandes banques en Europe et dans le monde. Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America, Dexia. Beaucoup de ces grandes banques avaient essentiellement acheté des obligations des pays de l'eurozone. Mais en même temps, d'autres départements de ces mêmes banques s'assuraient contre le danger de faillite de ces pays à travers les assurances. Bref, le marché de la réassurance. Ainsi, souvent, la même grande banque, d'une main, soutenait ces pays en les aidant à emprunter, et d'une autre main, pariait sur la faillite de ces mêmes pays. Alors, pour résumer, est-ce que cela signifie que ces puissances financières qui avaient des assurances ont eu à un moment donné intérêt, pour gagner de l'argent, à ce que la Grèce sombre? Il n'y a aucun doute. Beaucoup de ces banques-là ont gagné des millions d'euros par cette spéculation. En pariant sur la faillite de ces pays. C'est la même chose pour les hedge funds, la même chose pour les porteurs de capitaux, pour les fonds d'investissement. Et ce n'est pas un hasard s'il n'y a pas eu de restructuration de la dette grecque durant 2 ans. Et si ce n'est que le 26 octobre 2012 que la décision de la restructuration de la dette grecque a été prise. Cela a eu lieu après que les banques européennes et étrangères aient réussi à se débarrasser de toutes leurs obligations grecques, de l'ordre de 106 milliards d'euros. Elles devaient d'abord se débarrasser de ces obligations et c'est seulement après que la restructuration a pu se faire. Parce que si cela avait eu lieu plus tôt, cela aurait eu de graves conséquences pour ces mêmes banques. 2 banquières qui ont connu le déroulement des événements, des banques qui misent et gagnent sur tous les tableaux, quoi qu'il arrive, le camouflage des comptes pour une entrée programmée dans l'Union européenne et l'arrivée de la Troïka, décident de rompre le silence. Hello.
Ça va, bonjour. Ok, je vous suis. Elles occupaient des places de premier plan à la tête du Crédit Agricole grec lorsqu'il a été privatisé, vendu à un banquier qui a fait une très bonne affaire. Au fond, il a payé seulement et à un prix de misère les bâtiments, les biens immobiliers de la Banque agricole. Mais si on parlait de tous les crédits hypothéqués de la terre grecque, des ménages d'agriculteurs, des entreprises agraires, il a pris, en vérité, la moitié de la Grèce. Il a pris la moitié de la Grèce. On doit dire aussi quelque chose d'important. Il l'a acheté en payant 95 millions. Mais dans le même temps, il a reçu de la part du Fonds de stabilisation structurelle 6,7 milliards. 6,7 milliards de dot. Une des raisons pour laquelle nous témoignons aujourd'hui, c'est que vous êtes une télévision nationale, la télévision publique en France. Et nous voulons dire au peuple français, ne croyez pas que la Grèce est un exemple à part, un pays où seraient rassemblés par hasard tous les mafieux et les méchants. Partout, dans ce système, cela s'est passé, se passe et se passera comme cela. Le capitalisme, et surtout le capitalisme casino, comme il se manifeste maintenant dans le monde entier, fonctionne uniquement de cette façon. Après un contact téléphonique, nous avions un faible espoir de rencontrer les représentants du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne et de l'Union européenne, les membres de la Troïka, le Danois Paul Thomsen et les deux Allemands, Klaus Mazux et Matthias Mors. No, you don't think? Yes. You don't know. I know it. Vous me parlez de la Troïka. Lors de la première rencontre que nous avons eue à l'époque avec la Troïka, j'étais un cadre dirigeant de la Banque agricole. Je participais donc à la réunion avec les responsables de la Troïka sur le thème des banques. La première impression a été un choc. Ils nous ont dit, vous, la Banque agricole, vous ne devriez pas exister car vous polluez le système bancaire grec. C'est pourquoi nous avons décidé de vous éliminer. Est-ce qu'ils peuvent juste leur transmettre mon existence pour savoir s'ils acceptent ou pas? Δεν έχω τόση αμεσότητα για να σου ζητήσω κάτι. Δηλαδή, το θέτω δικό μου είναι καθαρά σε θέμα ασφάλειας. Δεν έχω τόση αμεσότητα για να σου πω τέτοια πράγματα. D'accord, donc en gros, c'est impossible de les voir. On leur a répondu que tous nos comptes et que notre fonctionnement était très clair. On leur a apporté nos documents, tous nos dossiers administratifs, on leur a tout présenté. Ils sont restés sur leur position. Même leurs propres collaborateurs, ceux des banques et du système bancaire, ont été choqués lors de cette première rencontre. Et je considère que leur but était celui-là, qu'ils puissent nous traumatiser dès la première minute. Et ainsi, nous affaiblir et nous faire accepter ensuite le pire. Vous comprenez que cela illustre exactement la théorie du choc. En premier, tu déstabilises tes interlocuteurs qui sont face à toi en leur assénant un coup d'ordre psychologique. Et après, ils font tout ce que tu leur dis. L'expression « le système bancaire grec est pollué par vous et on a décidé de vous éradiquer » nous a très fortement choqués. Vraiment. Hello. Yes. Oh. Please, Mister, please, I'm a French reporter. Can I speak with you, please, about the work of Troika in Greece? Please.
Please, mister! Hello! Hello! Just a word, please! Please, just a word! Avec la Grèce, les autres pays du Sud sont désignés comme responsables de la crise européenne. Plus de crimes financiers, il n'y aurait juste que des États qui se suicideraient l'un après l'autre. Des banquiers allemands, comme la presse anglaise, évoquent les pigs, les cochons textuellement, pour parler du Portugal, de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne. L'Espagne qui serait responsable de son sort avec ses villes fantômes. En réalité, comme aux États-Unis lors de la crise des subprimes, les banques se sont lancées ici dans une spéculation immobilière sans retenue. Eh oh! Deuxième gauche, il faut que tu appuies sur 2IZ. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, c'est par ici, hein? Je vous suis. C'est à Madrid que nous avons rencontré Martine, artiste peintre engagée qui, depuis son installation, a connu l'évolution de la situation, les fastes et l'explosion de la crise, et qui nous servira de guide averti. Martine, depuis que vous êtes en Espagne, quel type d'évolution est-ce que vous avez constaté? Écoutez, je suis arrivée en 83, je venais de Paris après avoir fait les études aux Beaux-Arts. Moi, je suis originaire de Nice. Et j'ai découvert un pays qui vivait bien, avec une certaine euphorie suite à l'ouverture avec la transition. Les gens avaient du travail et belle qualité de vie. À partir de quand est-ce que vous sentez que cette situation bascule? Je crois percevoir que 2008, par là, ça commence à basculer. On commence à sentir le malaise. Comment ça se manifeste? Écoutez, les gens sont de plus en plus pris à la gorge et par les crédits des banques, l'augmentation du niveau de vie, parce que les salaires n'ont pas suivi malgré l'entrée dans la communauté européenne de l'Espagne, et la corruption généralisée qui fait que on ne sait pas où passe l'argent en fait. Les Espagnols, dont le taux de chômage a explosé, ont eu accès à des prêts faciles et se trouvent aujourd'hui dans une difficulté d'autant plus grande que les taux d'intérêt se sont envolés. Aussi, c'est sur les vitres des agences bancaires que certains endettés affichent leur portrait pour affirmer leur détermination, revendiquer leur sort et retrouver un peu de leur fierté. Au centre de la situation espagnole se trouve l'illustration parfaite de l'oligarchie politico-financière qui domine en Europe, avec Rodrigo Rato, ancien patron de Bankia, la principale banque espagnole. Cet homme a en effet été directeur du Fonds monétaire international avant l'arrivée de Dominique Strauss-Kahn, à qui il transmet le témoin devant les caméras. Par milliers, des petits actionnaires de Bankia, dirigés par Rodrigo Rato, pensaient pouvoir participer au festin financier en plaçant leurs économies. Ils ont tout perdu et sont d'autant plus exaspérés qu'ils ont le sentiment d'avoir été escroqués une deuxième fois avec les plans de renflouement des banques de plus de 130 milliards qu'on leur demandera, comme à tous les Espagnols, de rembourser. Ils ont déposé une plainte collective devant la justice pour que soient poursuivis Rodrigo Rato et les responsables de la banque. Rato représente ce genre de technocrates dont personne ne sait bien qui ils sont. Ils travaillent dans les institutions et les banques, ils apparaissent une fois dans ton gouvernement et ils sont ministres, après ils sont dans ta banque, ils rentrent, ils sortent et surtout ne sont jamais responsables de rien. Et c'est ça que le citoyen ne comprend pas. Le citoyen, lui, ne peut jamais rien faire. Là, on a la possibilité de faire quelque chose. On voit bien qu'ils sont en train de nous voler. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'action en justice que vous engagez? Je n'en sais rien. On a toujours l'espoir que finalement la justice triomphe. Évidemment, je ne suis pas non plus si naïf. Mais aujourd'hui, par exemple, ils ont mis en cause Rato. Donc ce monsieur si puissant, ce monsieur qui a été vice-président de mon pays, directeur du Fonds monétaire international, directeur de Bankia, ce monsieur doit aller s'asseoir devant un juge. Et ça, c'est déjà quelque chose. Frappés par la rigueur et les plans d'austérité à répétition, les Espagnols manifestent régulièrement. Au cœur des préoccupations, le logement toujours et encore.
avec quelques mots d'ordre qui indiquent la détermination et l'exaspération. Que se passe-t-il que nous n'avons pas de maison, questionnent les uns. Ils expulsent l'ouvrier, ils sauvent le banquier, protestent les autres, avant d'avertir largement. Toi qui es en train de nous regarder, toi aussi ils te veulent. Ce jour-là, les supporters de football dont l'équipe nationale avait remporté la Coupe d'Europe battaient aussi le pavé. Moi aussi, je l'ai perdu mon logement, ça fait déjà un moment. Et les banques alors? Les banques, mais ceux des banques, là, ils se frottent les mains justement avec tout l'argent qu'on va leur donner. Ah, mais vous allez voir comme ils vont devenir orgueilleux avec tout le morceau qu'ils vont choper. C'est ça qu'ils vont faire. « 20 fois à Madrid, 250 fois dans tout le pays, chaque jour, le même spectacle se répète. Les institutions financières exigent des remboursements qui ne viennent pas. Alors, les procédures d'expulsion sont engagées et malgré les annonces d'un moratoire, les suicides se succèdent en Espagne où les citoyens redoutent de se retrouver à la rue et de voir leurs biens passer dans les mains des banques. Rien n'y fait sinon pour retarder l'échéance la solidarité d'habitants du quartier, souvent désabusés, venus soutenir les personnes visées. Bonjour, vous habitez dans cette rue? Oui, dans une rue transversale, la rue Maria Martinez. Et vous savez ce qui se passe là? Je viens juste de l'apprendre, je n'en savais rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois ça très mal. Mettre les gens à la rue, les gens qui n'ont pas d'argent, je crois qu'ils devraient plutôt les aider. Mais bon, moi j'ai de la chance, j'ai du travail et je n'en suis pas là. Pardon, monsieur, vous vivez dans cette rue? Oui. Et vous savez ce qui est en train de se passer? Oui, bien sûr, c'est un scandale commis par des canailles. C'est qui les canailles? Comment? C'est qui les canailles? Le gouvernement et les banquiers. Ce jour-là, la proie de la banque est une jeune femme qui vit seule avec son enfant. C'est au téléphone que nous obtenons l'état de la situation de cette mère de famille qui, en l'absence d'un travail et de revenus stables, s'est retrouvée surendettée. Correct. D'accord, donc là maintenant, qu'est-ce qui va suivre comme procédure? Pour l'instant, on attend la commission judiciaire. Mais nous, ce qu'on veut, ce pourquoi on est là, c'est que la dette avec laquelle se retrouve Xiomara, une dette qui s'élève à 260 000 €, soit simplement annulée. En plus, quand on voit l'état de la maison, c'est plein d'humidité, et il continue à lui réclamer 260 000 €. Inouï. Cette femme de ménage aux horaires précaires, qui ne gagne que quelques centaines d'euros par mois, se retrouve avec une dette de 260 000 €. Les banquiers appellent les prêts dont elle a bénéficié des prêts casino. Comme dans les jeux d'argent, c'est toujours la banque qui, en fin de course, rafle la mise. En plus du maillot national que certains arborent avec fierté, une couleur est en vogue à Madrid. L'or que portent de nouveaux courtiers d'occasion, une profession en pointe. Ceux qui n'ont plus rien pour vivre viennent ainsi se défaire de leurs derniers bijoux pour trouver un sursis. Les victimes des banques viennent aussi au mont-de-piété qui ne désemplit pas pour monnayer leurs biens contre quelques euros. Et ironie de l'histoire, cette institution est une succursale de Bankia qui gagne ainsi sur tous les tableaux. Bonjour, nous voudrions savoir pourquoi vous êtes là. Eh bien moi, si je viens ici, c'est la nécessité qui m'y oblige. C'est-à-dire, racontez-nous un peu votre situation. Bon, la nécessité, c'est que mes filles sont au chômage. Quel âge ont-ils? L'un a 33 ans, il est père d'un enfant de 2 ans. Ensuite, j'en ai un autre de 22 ans, lui aussi au chômage. Moi aussi, je travaillais auparavant. J'ai eu un accident de travail dans l'entreprise et ils m'ont mise dehors pour accident de travail. Comment? Ils vous ont licencié pour accident professionnel? Oui. Oui, et voilà, c'est pour ça qu'on vient ici. C'est l'unique recours qui nous reste. Alors que tous les pays d'Europe sont frappés par la crise, qu'il est question d'un effondrement mondial, les responsables de fonds financiers, les gestionnaires de fortune, les représentants des grandes banques, ceux des hedge funds, hautement spéculatifs,
se réunissent régulièrement. Ce jour-là, c'est dans la principauté de Monaco qu'ils se sont donné rendez-vous. Dans le port, la rivalité s'affiche sur la taille des yachts ou la couleur des pavillons qui indiquent le paradis fiscal qui abrite ces immeubles flottants. Nous avions rendez-vous dans un des palaces qui longent la mer. C'est là que durant 3 jours, les discussions sur les meilleurs placements, la meilleure rentabilité et les plus beaux profits devaient se mener. Bonjour, Jacques Cotta. Enchantée. Vous allez bien? Je vous ai eu au téléphone. Vous me remettez? Je suis ravie. Ok, comment allez-vous? Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Ah, bon. Dites-moi, je voulais savoir, donc je vous avais dit que je passerais lorsque ça avait lieu. Je l'ai joué dans ma carte. C'est très gentil. Je vais vous donner la mienne. Est-ce qu'à votre avis, il est possible qu'on fasse un petit tournage Sur ça? Oui. Les clients, ils sont catégoriques. Je vous avais dit, je suis désolée, c'est pas de notre sort dans ces cas-là. Les clients ne veulent pas? Non. Pourquoi? C'est une question d'image. Vous savez, le milieu de la finance, c'est assez particulier, c'est assez confidentiel. Donc, il y a des clients qui ne souhaitent pas être vus non plus dans certains reportages. Refus à Monaco, rencontre à Athènes où nous avons été reçus par un des hommes d'affaires les plus fortunés de Grèce, désireux de nous présenter son analyse de la situation financière et sociale. Grand armateur grec, M. Vernos Vernikos est d'abord un homme modeste. Est-ce que vous êtes ce que l'on appelle un armateur important en Grèce? Ça dépend de quel point de vue vous voyez l'importance. Pour moi, l'important dans la vie, c'est d'être heureux avec la famille et les amis en bonne santé. Alors là, je suis fier et je me sens très important. Qu'est-ce qui représente ce bateau-ci dans votre flotte? Ce bateau ici, comme valeur dans la flotte, ça ne représente pas quelque chose de grand, mais ça représente quelque chose d'important dans la vie, puisque c'est un bateau classique, construit ça fait 45 ans. C'est un bateau en bois grec qui me permet de recevoir à bord des gens comme un Premier ministre, comme un homme d'affaires comme Bolloré, et le pêcheur de mon île, et me sentir avec tous les trois vraiment à l'aise. Pebro? Oui. Eh oui. Vous savez qui est Pebro? Dites-moi. Jusqu'à ça fait quelques mois, le PDG de BNP. Oui, bien sûr. Vous pouvez lire qu'est-ce que c'est écrit si vous voulez. Un temple grec pour découvrir le goût de l'éternité, la mer pour découvrir le goût de la Grèce, une journée qui permet de saisir le goût de l'instant qui passe, le goût de l'éternité. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé sur votre bateau, M. Pebro? Parce que c'est des gens qui aiment la Grèce et c'est un bateau qu'ils peuvent circuler sans provoquer. Parce que c'est ça la force de l'Aphrodite. Tu peux aller partout sans provoquer. C'est pas le yacht trop visible et à la fois c'est très confortable. Voilà, c'est pas Abramovitch. Vernos Vernikos ne paie pas d'impôt en fonction de ses revenus, mais en fonction d'un forfait déconnecté de sa fortune et de ses biens. Contrairement aux idées colportées, cette règle inscrite dans la constitution grecque ne concerne pas les citoyens en général, mais les armateurs et l'Église. Un sacré privilège. La flotte de Vernos Vernikos comprend en effet plus de 120 bateaux tels l'Aphrodite, permettant aux touristes de parcourir des îles, aujourd'hui menacées par la Troïka, qui envisage d'en privatiser plus d'une quarantaine, avec liberté de construction, de méga-hôtels ou de marinas. Notre armateur possède aussi une flotte de transport de marchandises, forte d'une 50aine de navires. Mais sa fierté est ailleurs. Il exhibe en effet ses remorqueurs qu'il a voulu nous présenter, les abeilles de la mer, comme il dit, sans lesquelles il est interdit d'entrer ou de sortir du port du Pirée. Entre deux vagues, il nous livre sa vision sociale de la Grèce. Cette partie du port du Pirée a été privatisée. C'est les Chinois, la société Cosco, qui a fait la meilleure offre. Et c'est maintenant eux qui gèrent. C'est quoi la qualité des Chinois dans ce genre de choses? Dans ce genre de choses, c'est que
ils veulent de la discipline. De la discipline comme les Allemands ont et que nous, du Sud, n'ont pas. Alors ceux qui travaillent dans le secteur, c'est des Grecs qui travaillent, les Chinois, il y en a 2 ou 3. Ceux qui travaillent dans la partie du port du Pirée, ils travaillent avec de la discipline, une beaucoup plus grande productivité, ce qui a permis au port du Pirée de tripler le volume de containers qui vient au Pirée. Il n'y a pas de syndicat là-bas, pas de... Non, c'est un État, c'est très dur que les syndicats travaillent parce que tout le monde, c'est comme des petits soldats. Mais ils sont contents. Les seuls qui ne sont pas contents, c'est ceux qui continuent à travailler en dehors du port, dans le port du Pirée qui n'est pas contrôlé par les Chinois, parce que tout le monde se rend compte maintenant que pendant leur travail, au lieu de travailler, ils pêchaient des poissons. Alors maintenant, tout le monde les critique. Alors ça veut dire, en gros, pour résumer, que les Chinois, la discipline, la productivité, les petits soldats, en gros, c'est un progrès par rapport à ce qui se passait avant. Tout à fait, puisqu'il y a... C'est ce que vous pensez? Tout à fait. Prenons ma société. Moi, j'offre des services au port du Pirée. À cause des Chinois, il y a plus de bateaux qui viennent au Pirée, alors il y a plus de bateaux qui ont besoin de remorqueurs, alors je fais plus d'affaires et je peux payer, et je peux continuer à payer mes marins sans sentir la crise. Incapables, fainéants, ratés, les victimes du système seraient responsables en réalité de leur propre sort. Des victimes au centre de Médecins du Monde d'Athènes, nous en avons vu, femmes, hommes, enfants, des Grecs de tous âges, témoins d'une tiers-mondisation de la Grèce, où une ONG internationale se substitue au système de santé publique. Les chômeurs en Grèce n'ont plus aucune protection sociale. Je voudrais savoir, comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez les étrangers dire que les Grecs sont responsables de la crise? C'est pas notre faute à nous. C'est pas notre faute à nous. C'est pas la faute du peuple. C'est pas la faute du peuple, non. C'est ce qu'on dit, que ce serait notre faute à nous, que c'est le peuple qui est fautif. C'est un ministre, un anti qui a dit, on a tous mangé ensemble. Ensemble, on a mangé ensemble. C'est eux qui ont tout mangé. C'est pour ça qu'on en est arrivé là. Je ne le dis pas seulement à vous, je le dis à tous. J'ai honte. J'ai honte d'être grec. Je n'ai que ça à vous dire. J'ai honte d'être grec. Le gros monsieur, ce Venizelos, il peut parler, lui. Eh ben non, on n'a pas mangé ensemble. Ils ont tout mangé tout seuls. Et en plus, ils continuent à tout manger encore. Même la plus petite miette qu'on ramasse dans une poubelle, même ça, ils veulent nous la prendre. Allez, laisse-moi, ma fille. On en est là, à chercher de l'aide psychologique chez Médecins du Monde. Pourquoi? C'est permis, ça, de nous avoir pris notre dignité? À notre âge? C'est pour ça qu'on vivait, pour cette dignité. Élever honnêtement nos enfants. Hasard du calendrier. Au moment où nous quittons Médecins du Monde, Vernos Vernikos, notre armateur, nous convoque au téléphone pour nous offrir une nouvelle surprise. Γεια σας, Αντώνη μου. Bienvenue au Centre d'art contemporain de Castella. Je vous présente Andonis Kastrinakis, le créateur de tous ces objets flottants, les petits bateaux. Ça, c'est un endroit privé pour ma collection personnelle, mais de temps en temps, j'accueille des artistes comme Andonis. L'homme se veut mécène. À la mode des milieux fortunés, il jette son dévolu sur l'art moderne. La visite aura été pour nous l'occasion, surtout, de découvrir un véritable palais sur la mer Égée, datant de 1910 et totalement remis à neuf. Dites-moi, monsieur, c'est un endroit merveilleux, ce palais. Comment vous avez acquis ça? C'est une vieille maison de famille? Non, ce n'est pas une vieille maison de famille, c'est une vieille maison bourgeoise qui était abandonnée. Et un jour, en déjeunant au petit port de Microlimano, je me suis rendu compte qu'elle était à vendre.
et je passais en vitesse. J'ai adoré l'emplacement parce que quand j'étais gosse, je faisais des leçons de voile autour de ce petit îlot. C'était un prix intéressant. Je l'ai acheté sans savoir ce qui va se passer. Vous l'avez acheté tout de suite? Tout de suite. Coup de foudre. Coup de foudre, coup de cœur. Tout à fait. Lorsque des gens viennent vous voir, dans le cadre de vos activités, vous leur faites des soirées ici? Justement, on va faire une soirée pour dire au revoir à l'été et la semaine prochaine. Avec du vin et des petits poissons grillés. Ça va être très agréable. Voilà. Si vous êtes là, vous êtes les bienvenus. C'est gentil. Dites-moi, monsieur, quand on voit, je voudrais recorder ça à la situation en Grèce, les difficultés qu'a le peuple grec, aujourd'hui, particulièrement avec la crise. Comment vous... Justement, c'est pour ça que la soirée va être avec du vin et du poisson grillé que tout le monde peut avoir, parce qu'il y a un slogan qui dit en Grèce que la pauvreté, ou avec la pauvreté, il faut toujours bien passer, il faut bien s'amuser. Coucou, de l'intérieur d'un bateau. Mais je dis la vérité. Pourquoi tu veux pas que je parle? Les Grecs ont faim, moi aussi j'ai faim. J'ai pas mangé depuis hier. Il y a quelqu'un qui me donne quelque chose? Regarde ce qui me reste. Je veux de l'argent, du travail, n'importe quel boulot, éboueur, n'importe quoi. Tu comprends? Mon Dieu. À une centaine de kilomètres d'Athènes, la vie est difficile pour les élus d'Acarnon, la 10e ville de Grèce, peuplée de 120 000 habitants. La pauvreté individuelle est devenue ici collective. Après les décisions de la Troïka, le budget municipal a été amputé de 66%. Ne faut-il pas se serrer la ceinture pour rembourser la dette que les milieux financiers internationaux veulent encaisser? Impossible, dans ces conditions, de fonctionner. Les services sont supprimés, les commerces ferment. Ce jour-là, le maire et son équipe étaient dans les cartons. Ils venaient en effet de déclarer la commune en faillite. La dépense publique atteint aujourd'hui 57% de la richesse nationale. Ce chiffre ne dira pas forcément grand-chose aux Français, 57% de la richesse nationale. C'était 52% il y a 5 ans. Est-ce que l'on vit mieux pour autant? Est-ce que l'État est devenu plus juste, plus efficace? Est-ce que les prestations ont permis de réduire suffisamment les inégalités? Non. Nous devons être capables de faire mieux en dépensant moins, en modernisant l'État, en décentralisant, en simplifiant les procédures, en faisant autant d'économies que possible. Il y en a toujours à chercher, à trouver, et chacun peut le faire lorsqu'il est responsable public pour son organisation, son administration, son ministère. La chasse au déficit et la réduction des dépenses publiques sont affichées en France par le président de la République dans la première conférence de presse qu'il tient après son élection, le 13 novembre 2012. Place du Palais Bourbon, derrière l'Assemblée nationale, le maire de Sevran a engagé une grève de la faim. Il s'inquiète pour le fonctionnement de sa commune. Comme en Grèce à Acarnon, il craint à terme de devoir se déclarer en faillite. Nous l'avions rencontré quelques jours avant qu'il n'obtienne un sursis, 5 millions d'euros, alors que les économies fixées par le président de la République s'élevaient à 30 milliards. Très concrètement, par exemple, quand François Hollande dit 30 milliards d'économies au budget de l'État, c'est tout le débat actuel sur la rénovation urbaine, les projets de rénovation urbaine. Pour une ville comme Sevran, tout notre secteur, c'est fondamental. C'est exactement là où on a nos marges de manœuvre. C'est-à-dire qu'effectivement, on intervient sur on travaille dans des écoles. On est en train de refaire en ce moment 3 écoles à travers la rénovation urbaine. On fait avec les bailleurs sociaux, on refait des immeubles. Il y a des démolitions, reconstructions. On travaille sur tout un tas de choses. Sur Sevran, quand même, la rénovation urbaine, aujourd'hui, d'engager, c'est 100 millions d'euros. Et à terme, c'est 400-500 millions d'euros, en théorie. S'il y a le premier plan et le deuxième plan qui doit venir. Mais par exemple, en ce moment,
ces réductions, c'est est-ce que ça va continuer? L'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, est-ce que son travail va se poursuivre ou pas? On ne sait pas. Donc dans ces réductions, très concrètement, pour nous, c'est ça. Ça veut dire que derrière, c'est énormément de financement en moins, de subventions, mais aussi d'accès à l'emprunt via les banques, pour intervenir, pour faire des salles de classe, pour faire des gymnases, pour retravailler sur l'urbain et tout ça, pour la vie des gens au quotidien. C'est en compagnie du directeur du cabinet du maire que nous faisons une rapide visite guidée de cette commune où le taux de chômage dépasse les 20% et où plus de 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc là, on a une tour qui est en démolition dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à obtenir les crédits nécessaires, on ne pourra pas poursuivre cette rénovation dans les quartiers qui en ont véritablement besoin. Là, on est devant une école qui nécessite des restructurations. Des travaux avaient été engagés en 2006. Suite à une défection d'une entreprise, ces travaux ont arrêté. Il nous faut aujourd'hui trouver un financement pour rajouter 4 classes dans cette école. Là, on est face à la friche industrielle de l'ancienne usine Kodak, qui, il y a 20 à 30 ans, employait environ 3000 personnes. Donc cette friche qui est en plein cœur de ville, aujourd'hui pour nous, c'est absolument fondamental que le projet de réhabilitation prenne corps. Comme Sevran, le département de Seine-Saint-Denis se trouve aujourd'hui en grande difficulté. Avec la décentralisation, son champ d'action a été étendu, l'État se déchargeant sans apporter de moyens supplémentaires. Aujourd'hui, la situation est aggravée par la baisse de la dépense publique. Ce week-end, il faut que je te prépare, mais je vais te faire juste élément de langage. Au Conseil général, hier dirigé par le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, et aujourd'hui par Stéphane Troussel, derrière les chiffres qui concernent la dette ou les déficits se trouvent des visages. Malgré un sourire de façade, les élus ne peuvent cacher leur inquiétude. Il vous manque 60 millions pour clore le budget. Si ces 60 millions ne tombent pas, dans quoi vous pouvez ou vous devez économiser? Parce que c'est comme ça que se pose le problème. Encore une fois, soit je ne paye plus un certain nombre de dépenses obligatoires. Par exemple le RSA. Au mois de juillet, au mois d'août, je dis j'ai plus rien pour payer ces dépenses obligatoires. L'allocation pour l'autonomie des personnes âgées, l'allocation de prestation, la prestation de compensation du handicap. Vous pouvez faire ça? Politiquement, bien évidemment. Socialement, bien évidemment que non. Et donc, quel autre choix nous restera-t-il? De couper dans des dépenses qui sont considérées comme non obligatoires? Moi, je ne veux pas m'y résoudre. Lesquelles? Ça pourrait être le sport, la culture, nos engagements pour financer les transports. Et donc, c'est inacceptable. Sevran et la Seine-Saint-Denis sont-ils des cas particuliers? Nombreux sont les départements et les communes qui subissent déjà un surendettement dû aux prêts toxiques que les banques ont placés et dont les taux d'intérêt ont explosé. La scène de crime financier s'étend de façon tout aussi insidieuse qu'inquiétante. Ainsi, le président des départements de France a fait une découverte alarmante. Je suis tombé sur 2 notes il y a de cela quelques mois, l'une venant de la Banque centrale européenne et l'autre de l'OCDE, qui disaient aux États, vous devez faire des économies, maîtriser votre dépense publique, ne vous occupez pratiquement pas de vos recettes et regardez du côté de l'organisation de vos collectivités, de la décentralisation, de la démocratie. C'est inacceptable, car quand on dit démocratie locale, il y a exercice des libertés, responsabilité des élus, compte à rendre à l'ensemble de nos concitoyens, et on ne peut pas continuer dans une approche qui est économique, financière et totalement libérale. Totalement libérale. Ce n'est pas de cela que le peuple veut pour son organisation. Il veut certes de la régulation publique, de la justice sociale et fiscale, et de faire en sorte qu'on puisse s'appuyer justement sur les villes, le local, pour trouver les solutions face à la crise.
Depuis l'explosion de la crise, qui s'est propagée au monde entier dans les années 2008, c'est en Islande qu'une solution a été amorcée au lendemain de l'effondrement général des banques et du système financier. On a parlé de la révolution des casseroles pour évoquer de longues semaines durant lesquelles les habitants de Reykjavik se sont relayés par petits groupes pour rappeler leurs exigences à leurs députés. Thor Sigurdsson a fait partie du groupe qui a tout fait basculer. Thor, dans les manifestations, toi tu es venu tout de suite. Les motivations à toi, c'était quoi? Moi je pense en général qu'il faut sortir dans la rue, s'exprimer dans la rue au lieu d'être devant sa télé tout seul, frustré. Tu vois. Et qu'est-ce que tu voulais dire toi en venant? Moi à l'époque c'était 2008, l'automne 2008, tout s'était effondré. On voyait à travers le rideau, on voyait la corruption, vraiment qui nous flashait au visage. On était là tous les samedis par milliers à manifester, à demander la démission de l'État et du président de la Banque centrale, David Oddsson. Le 8 décembre 2008, on avait déjà été ici tous les samedis donc à manifester. Bon, un beau jour, il est temps de prendre un pas de plus et on rentre dans le Parlement pour aller au balcon. On rentre par la porte publique qui est, selon la constitution islandaise, réservée au public. On a un droit constitutionnel à rentrer et monter au balcon pour écouter le Parlement. Les Islandais ont imposé la nationalisation des banques, se sont prononcés contre le remboursement de la dette, pour que les banquiers responsables de la débâcle soient poursuivis, pour la mise en jugement du Premier ministre et surtout pour la mise en place d'une assemblée constituante destinée à régénérer la vie politique et démocratique. Un processus fragile et incertain dont Katrín a été partie prenante. Cet état d'esprit est en train de se répandre dans le monde entier, car il est légitime de prendre en compte la volonté des gens. Depuis des lustres en Europe et ailleurs, s'est développée une science de spécialistes. C'est ahurissant. Ces spécialistes s'occupent de tous nos problèmes et les autres n'ont qu'à se taire. C'est stupide. On peut prendre la parole, lancer une idée et recevoir des tas de propositions. Tout le monde va s'exprimer. Ça, c'est formidable. Il peut s'agir d'un paysan qui fait des heures supplémentaires comme plombier, tellement son salaire est bas, qui va nous proposer des idées lumineuses liées aux droits de l'homme, même si cela n'a aucun lien avec sa profession. On est bien plus intelligents ensemble, plutôt que d'avoir la vie de chacun isolé. On devrait appliquer cette méthode partout, dès maintenant. Le pouvoir doit être partagé et chacun doit pouvoir dire son mot. De Grèce, d'Espagne, d'Italie, de France et d'Allemagne aussi, du nord au sud, d'est en ouest, dans toute l'Europe, ce sont les peuples qui paient la crise. Prêts pourris, spéculation, délits d'initiés, conflits d'intérêts, capitalisme et voyoutocratie font bon ménage. Le tsunami financier suit son cours comme si de rien n'était. Les responsables de la catastrophe sont toujours là, étendant leur pouvoir, comme une pieuvre déploie ses tentacules sur des États où s'accumulent les victimes. Jusqu'à quand ?